Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, et oui, je vous souhaite déjà une très bonne année 2025. J'espère que vos fêtes se sont très bien passées et que l'année 2025 a quand même commencé de bonne manière pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et pour commencer l'année, rien de mieux que de vous parler d'un trouble du sommeil qui m'est particulièrement, on va dire, proche, car c'est un trouble auquel je suis soumis depuis maintenant quelques années. Je parle bien entendu de la paralysie du sommeil, ce phénomène assez anxiogène qui, depuis l'Antiquité, a été la source de multiples et diverses croyances. Mais qu'en est-il vraiment? Alors, mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. La paralysie du sommeil est une parasomnie propre au sommeil paradoxal. En gros, c'est le moment du sommeil, lorsqu'on dort, où se déroulent les rêves. Et ce phénomène se déroule principalement entre le passage de l'état éveillé à l'état endormi. En gros, une paralysie peut se dérouler soit au moment où on s'apprête à s'endormir, soit, et ça c'est la grosse majorité, au moment où on se réveille. Et c'est là que ça devient un petit peu plus contraignant. Le sujet est réveillé, parfaitement conscient et est complètement immobile. Et ce phénomène peut durer de quelques secondes à quelques minutes. Mais dans cet état, la perception du temps est différente car une minute peut en paraître 10. Et durant cet épisode, on ne peut ni crier, ni demander à l'aide. Et certains subissent même des hallucinations sous la forme d'une présence maléfique, parfois même monstrueuse, qui vient se poser sur notre thorax et nous provoquer un sentiment de suffocation. Ce sentiment forcément est accru avec l'augmentation de la peur et de l'angoisse. Comme cité plus haut, la paralysie de sommeil se déroule durant l'étape des rêves. Donc, afin qu'on ne puisse pas se blesser, parce qu'imaginons on rêve qu'on est Jackie Chan et on peut genre se frapper ou frapper la personne avec qui on dort, je sais, ça m'est déjà arrivé, dans les deux sens même, que ce soit moi qui le frappe ou lui qui me frappe. Bon, ça arrive, ça arrive. Donc forcément le cerveau va envoyer un message et provoquer une perte, voire même une totale suppression du tonus musculaire. Du coup on va se retrouver complètement désengourdi, on va tout mou, vraiment une étoile de mer, on va être Patrick. Mais forcément, cette perte de tonus fait qu'on ne sait plus bouger. Normalement quand on rêve, on ne se rend pas compte. Je vous rassure, il y a des muscles qui, eux, continuent de fonctionner, comme les muscles respiratoires ou le muscle cardiaque. Quand même, non. Sinon, ça s'appelle un arrêt cardiaque, ça s'appelle la mort. Hein. Non, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas jusqu'à ce point-là. Et lorsque le message dure un peu plus longtemps, qu'il n'arrive pas à la fin justement de son action, au moment justement où on se réveille, c'est là que justement, au moment où on revient, on va dire qu'on est un peu plus conscient, une fois qu'on a quitté le cycle du sommeil, forcément on est toujours sous l'effet de la grève musculaire. Et c'est là justement qu'on se rend compte qu'on est complètement paralysé. Et puis là, on va avoir un effet domino. Et justement, c'est ici que va débuter tout ce qui est angoisse. Surtout la première fois, au début, ça fait toujours très très peur. On ne sait pas comment réagir, on commence vraiment à flipper. Bon, forcément avec le temps, on s'y habitue légèrement, même si c'est pas totalement une habitude, parce qu'on aimerait bien s'en passer. Mais entre la première fois où on se rend compte qu'on est complètement immobile à cause de notre perte de tonus musculaire, puis lorsqu'on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon, lorsqu'on en a fait beaucoup plus, ce phénomène nous paraît moins effrayant. C'est pour ça que plus le temps passe et plus les crises se font fréquentes, plus la chance d'avoir des hallucinations ou des crises d'angoisse se fait très très mince. Et les études montrent que ce phénomène est assez courant, car un quart de la population a déjà fait une fois dans sa vie une paralysie du sommeil.
Tandis que ceux comme moi, nous représentons 6% de la population à en faire de manière quotidienne. Pas tous les jours, peut-être pas toutes les semaines, mais beaucoup plus qu'une seule fois dans notre vie. Maintenant, il existe plusieurs facteurs qui peuvent favoriser les chances de faire une paralysie du sommeil, comme justement, donc déjà la fatigue, le manque de sommeil réparateur, un mauvais cycle de sommeil. Donc par exemple, on va coucher très tard un jour, puis coucher très tôt le lendemain, et ainsi de suite. Il y a également quand il y a un changement de vie trop brusque, ou alors, bien entendu, la prise de certains médicaments, comme des antipsychotiques, ou alors des antidépresseurs, et également, les personnes atteintes de bipolarité peuvent être plus favorables à une paralysie du sommeil. Maintenant, on a passé le côté, on va dire, paralysie. On va maintenant axer sur un autre symptôme qui touche grand nombre de personnes. Heureusement, je ne fais pas partie de ces personnes et je remercie le ciel de ne pas d'avoir cette chance. Et je plains les pauvres personnes qui n'ont pas eu cette chance. Il s'agit des hallucinations durant la paralysie du sommeil. Elles peuvent être visuelles, auditives, voire même olfactives, et dans le pire des cas, tactiles. Cela s'explique encore du fait que la paralysie du sommeil se déroule durant le sommeil paradoxal, donc durant les rêves. Et lorsque la paralysie se met en route, qu'on se réveille encore un petit peu dans un état second, l'imaginaire et le réel forcément s'entrechoquent, ce qui provoque justement l'apparition vraiment une manifestation très malfaisante, très angoissante, aux allures de monstre, un véritable croque-mitaine. Mais l'apparition n'est pas l'hallucination la plus commune, au contraire, elle représente très peu de personnes qui sont atteintes de ces hallucinations durant la paralysie du sommeil, mais il y en a d'autres qui sont bien plus fréquentes. On a forcément toutes les hallucinations auditives comme des bruits de pas, ou alors on imagine des voix, on a l'impression que quelqu'un nous parle. Il y a également le sentiment de pression sur la poitrine qui provoque une suffocation. Il peut y avoir des douleurs similaires à une fracture, des sensations de décharge électrique, de chaud ou de froid, et pour certains, une impression de lévitation ou de chute, en gros, une sortie de corps. Et les émotions aussi sont mises à rude épreuve. On peut ressentir de l'anxiété, de la terreur, une impression de danger imminent, voire même une impression qu'on va mourir. Et plus rare, on a également de la colère, de la frustration, et parfois, mais ça c'est très rare, je crois que ça ne représente même pas 0,1% des gens qui sont soumis à la paralysie du sommeil, ils peuvent ressentir de l'extase ou du désir. Oui, forcément, s'il faut une paralysie du sommeil après un rêve coquin. Et attention, ce phénomène est souvent comparé, voire même mis à la même échelle, et c'est à tort, avec d'autres cas en rapport avec le sommeil, comme les cauchemars, la narcolepsie ou les terreurs nocturnes. Il faut savoir que ces trois choses sont bien trois choses complètement distinctes, et la paralysie en est une quatrième. Le seul point commun, c'est que ça se déroule durant le sommeil, c'est le seul point commun. Bon, l'aspect médical a été fait, de manière très grossière, je le conçois. Maintenant, on va passer au côté culturel, et aussi historique. Il faut savoir que la paralysie du sommeil est connue depuis l'Antiquité, et ce, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ce phénomène a connu plusieurs noms avant d'avoir, de manière définitive, le nom auquel il est connu aujourd'hui. Et durant cette période, les médecins de l'époque étaient d'accord pour admettre que cette pathologie était vraiment du domaine psychologique, en la comparant à une sorte d'épilepsie, ou voire même à une apnée du sommeil. Bon, maintenant ce n'est plus le cas, mais... Et à l'époque, on avait comme origine, enfin comme cause de ce phénomène, une surconsommation de nourriture, qui était traitée par des laxatifs, et le traitement universel de l'époque, la saignée. Connu sous le terme épialtès, cela va persister jusqu'au 19e siècle, où le terme incubus remplacera le terme, on va dire, précédent dans tous les écrits et tous les contenus littéraires, médicaux et psychologiques. Et en 1815, le médecin Louis du Bosquet désire remplacer incubus par le terme cauchemar, avant que ce dernier ne soit vraiment utilisé pour désigner les mauvais rêves.
Et c'est en 1928 que l'appellation paralysie du sommeil va voir le jour grâce au médecin britannique Kinnear Wilson. Mais la paralysie du sommeil a été également la source de plusieurs croyances et de certaines superstitions. Par exemple, les Grecs pensaient qu'il s'agissait d'une attaque directement venue des morts, et aussi parfois de la déesse Hécate. Tandis que les Romains, eux qui l'avaient nommé Incubus, pensaient qu'il s'agissait d'un agresseur nocturne qui possédait les corps et les âmes des femmes. Et au Moyen-Âge, forcément avec la pression et l'omniprésence de la religion catholique, la paralysie du sommeil va être considérée comme un péché d'ordre sexuel. Je ne sais pas comment ils en sont venus à une telle conclusion, mais ça a été le cas, heureusement, durant le Moyen-Âge. Et comme je vous l'ai dit plus haut, le côté, on va dire, sexuel de la paralysie du sommeil ne représente même pas 1%. Donc, je ne sais pas trop, je n'ose pas imaginer tout ce qu'ils ont dû, on va dire, éluder et écarter de toutes ces pauvres personnes qui, à l'époque, faisaient des paralysies du sommeil. Franchement, je les plains. Et plusieurs formes surnaturelles vont être tenues responsables justement de cette paralysie du sommeil, comme l'elfe Albe en Allemagne, ou alors en Scandinavie avec Mar. Et en France, donc chez nos voisins français, c'est les sorcières qui seront tenues responsables. Et les sorcières seront également pointées du doigt au Mexique ou au Canada. Tandis qu'au Maroc, en Algérie ou en Turquie, la paralysie du sommeil serait due à cause d'un djinn. Et même au Japon et en Chine, on va trouver un coupable idéal, qui là sera une sorte d'esprit, un fantôme. Et même s'il y a plusieurs antagonistes qui seraient à l'origine de cette pathologie, toutes vont avoir un point commun, le but est de nous étouffer durant notre sommeil. Bien évidemment, les avancées de la science et de la psychologie ont définitivement écarté la possibilité de la présence de surnaturel dans ce phénomène. Et forcément, la paralysie du sommeil a été une source d'inspiration dans le monde culturel. Dans la littérature avec Roméo et Juliette ou alors Moby Dick, dans la peinture Cauchemar, et là, excusez-moi, je vais aller dire le nom, d'Heinrich Fuseli, ou même dans les séries ou dans les films avec le film Mara en 2018 ou la série The Haunting avec le personnage de Neil. Ce qui est sûr, c'est que ce phénomène cache encore quelques secrets, car la science cherche encore à déterminer s'il existe un traitement vraiment totalement efficace, à 100%, qui puisse permettre aux gens victimes de paralysie du sommeil de s'en être vraiment débarrassés une bonne fois pour toutes. Car ce trouble est particulièrement handicapant et peut être généralement source et origine d'une augmentation de symptômes avec l'anxiété, le stress, les dépressions, et forcément les terreurs nocturnes. Bon, en espérant que ça ne vous empêche pas de dormir. Voilà qui conclut cette petite archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que cette année 2025 va nous être vraiment favorable. Et je tiens encore à vous remercier, vous tous, d'être là tous les dimanches à 15 h. Ça me fait énormément chaud au cœur. Merci de me soutenir et de me forcer et de me pousser à continuer parce que j'adore vous raconter encore et encore toutes ces histoires d'archives macabres. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous avez pensé de cette affaire. Également vous abonner, ben oui, venez nous rejoindre. Ça fait très secte ça. Non, revenez rejoindre la famille des petits fans de macabre. C'est bien ça. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain à 15 h pour une nouvelle archive macabre. Salut!